Bonsoir. Plusieurs démocrates affirment qu'ils pourraient utiliser une clause sur l'insurrection contre l'ancien président Trump. Cela l'empêcherait de se représenter. Les démocrates pourraient utiliser le 14e amendement de la Constitution pour empêcher l'ancien président Trump de se présenter à l'avenir. La section 3 du 14e amendement stipule que toute personne coupable d'insurrection ou de rébellion contre les États-Unis est inéligible à la fonction publique. Le sénateur Tim Kaine a déclaré à The Hill que les démocrates sont assez confiants à ce sujet. Les sénateurs Richard Blumenthal et Chris Murphy estiment que c'est une possibilité. Le représentant de la majorité au Sénat, Dick Durbin, a cependant exprimé des doutes. Il n'est pas convaincu qu'il puisse utiliser l'amendement sans une condamnation devant un tribunal. Les démocrates du Congrès ont accusé Trump d'avoir incité aux actes de violence au Capitole américain. Ils l'ont mis en accusation au début du mois. Les avis sont partagés quant à savoir si la mise en accusation est constitutionnelle maintenant que Trump a quitté ses fonctions. Alan Dershowitz, professeur émérite de la faculté de droit de Harvard, estime qu'elle est inconstitutionnelle. Invité de l'émission La Nation parle sur NTD, il a déclaré qu'il pensait qu'une condamnation du Sénat serait nulle et non avenue. Le sénateur républicain Mitt Romney estime quant à lui que l'impeachment d'un ancien président est inconstitutionnel. Je pense que c'est le cas. Bien sûr, j'écouterai ce que chacun des avocats a à dire. Mais je pense qu'il est assez clair que la démarche est constitutionnelle. Le leader démocrate au Sénat, Chuck Schumer, donne la priorité à la mise en accusation de Trump au même titre que l'aide face à la pandémie. Ce sont les trois éléments essentiels qui se trouvent dans notre assiette. Le procès du président Trump maintenant que la Chambre l'a mis en accusation. Le sauvetage audacieux et fort contre le Covid. Et la validation du cabinet du président. Le Sénat s'est d'abord tourné vers la mise en accusation. Selon Schumer, le procès pour mise en accusation est un moyen d'apporter la guérison. Il dit qu'il s'attend à un procès équitable qui avancera relativement rapidement. Le sénateur républicain Marco Rubio a un point de vue différent. Il qualifie le procès de stupide et de contre-productif, ajoutant qu'il y a déjà, je cite, un feu ardent dans ce pays et c'est comme prendre de l'essence et le verser par-dessus. Selon Schumer, le procès en destitution débutera au Sénat dans la semaine du 8 février. Alors, le Sénat va-t-il condamner Trump lors de son procès le mois prochain? Le doute est d'autant plus grand que de nouveaux sénateurs républicains s'élèvent contre sa mise en accusation. C'est la première fois qu'un président hors mandat fait face à une mise en accusation et un nombre croissant de sénateurs républicains se prononcent contre la poursuite du procès de l'ancien président Donald Trump. Ils affirment qu'il est inconstitutionnel d'essayer de condamner un ancien président, que cela crée des divisions et que c'est une perte de temps. Un sondage effectué par le journal Epoch Times montre que 29 sénateurs républicains sont opposés au procès, ce qui jette un doute sur la capacité des démocrates à obtenir suffisamment de voix pour faire condamner Trump. Parmi ces sénateurs, on compte Ted Cruz, Josh Hawley et Marsha Blackburn. Jusqu'à présent, 15 républicains n'ont pas exclu la condamnation, notamment les sénateurs Mitch McConnell, Ben Sasse et Lisa Murkowski, et 6 sénateurs du Parti républicain n'ont pas de position définitive. On s'attend à ce que presque tous les démocrates votent pour condamner Trump pour incitation à l'insurrection. La Chambre l'a mis en accusation parce que, selon elle, son discours du 6 janvier a conduit à l'assaut du Capitole. Mais dans son discours, Trump a appelé à être pacifique et il a ensuite dénoncé la violence. De plus, la chronologie des faits montre que Trump n'avait pas fini de parler lorsque les violences au Capitole ont commencé. Les démocrates doivent convaincre au moins 17 sénateurs de voter dans leur sens pour condamner l'ancien président, car cela nécessite une très large majorité, soit 2/3 des voix. Le sénateur Ron Johnson a déclaré que ce procès contre un ancien président qui est maintenant un citoyen ordinaire est inconstitutionnel et créerait un précédent très dangereux. Et il semble que la Cour suprême ait décidé que Trump ne puisse plus être jugé au titre des poursuites engagées contre lui lorsqu'il était président. La Cour vient de rejeter à l'unanimité 2 procès anticorruption contre Trump au motif qu'ils étaient sans objet. La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, devait remettre les actes de mise en accusation au Sénat lundi et le procès devrait débuter dans la semaine du 8 février. Le président Biden a signé 2 nouveaux décrets lundi. Le premier permet aux personnes transgenres de servir dans l'armée, abrogeant ainsi l'interdiction émise par Trump. Et le second décret porte sur l'achat de produits dans le cadre du décret Made in America de Biden. Les détails en images. Le président a signé un décret qui encourage le gouvernement fédéral à acheter plus de produits fabriqués aux États-Unis. Ce décret rend plus difficile l'achat de produits importés par les agences fédérales avec la création d'un site web permettant aux entreprises américaines de voir quels contrats sont attribués aux entreprises étrangères. Il s'accompagne aussi de la création d'un poste dédié à la Maison-Blanche.
Écoutez, aujourd'hui, je crée un poste de directeur de Made in America qui siégera au bureau du budget à la Maison-Blanche. Il sera chargé de superviser notre initiative Made in America qui commencera par empêcher les agences fédérales de renoncer à l'achat de produits américains en toute impunité. Le décret redéfinit le label Made in America. À l'heure actuelle, les entreprises doivent seulement être en mesure de démontrer qu'au moins la moitié des composants du produit a été fabriqué dans le pays. Mais à cause des failles accumulées au fil du temps, on peut comptabiliser les pièces les moins précieuses dans les 50% de Made in America, alors que les pièces les plus précieuses, les moteurs, l'acier, le verre, sont fabriquées à l'étranger. Biden affirme que l'exigence des 50% n'est pas assez élevée et que son décret garantit que la valeur des pièces produites contribue à l'économie américaine. Le président a également signé un décret qui lève l'interdiction faite aux personnes transgenres de rejoindre l'armée, annulant ainsi l'interdiction de son prédécesseur. Trump a imposé l'interdiction en déclarant, je cite, « Les coûts médicaux énormes et les perturbations de leur transition de genre alourdiraient le fardeau de l'armée qui devrait seulement se concentrer sur les victoires décisives et écrasantes. » Le président du Mexique a déclaré que le président Biden avait promis 4 milliards de dollars aux pays d'Amérique centrale pour l'aide au développement et pour endiguer les tentatives d'immigration clandestine vers les États-Unis. Un agent de la patrouille frontalière nous raconte ce qu'il observe à la frontière en ce moment. Lors d'un entretien téléphonique avec le président mexicain, le président Biden a déclaré qu'il prévoyait de s'attaquer à ce qu'il appelle les problèmes de fond de l'immigration, sans donner plus de détails, mais il est clair que son approche est totalement différente de celle de Trump. Pour preuve, Biden a immédiatement arrêté la construction du mur et a annulé le décret de Trump sur le Mexique. Ce décret visait à expulser rapidement les immigrants ou à les renvoyer au Mexique pour qu'ils attendent que leur demande d'asile soit traitée. L'annulation des politiques de Trump et les nouvelles stratégies de Biden sont déjà mises à l'épreuve. Rien que depuis le 1er octobre qui correspond au début de notre année fiscale, nous avons déjà procédé à plus de 30 000 arrestations. Et ce chiffre nous place à environ 148% par rapport à la même période l'année dernière. Une chaîne de télévision du Guatemala a rapporté qu'une caravane d'au moins 3000 migrants honduriens tente de traverser le Guatemala pour entrer au Mexique. Cela arrive après que la première caravane d'environ 9000 migrants ait été arrêtée et démantelée par les services de sécurité du Guatemala. Et je m'attends à voir au moins une partie de ce groupe se frayer un chemin jusqu'à notre frontière sud. Les habitants sont préoccupés par la santé et la sécurité en pleine pandémie. Il y a tout juste une semaine, les douanes et les services de protection des frontières ont arrêté plus de 100 migrants qui se trouvaient dans un camion de marchandises. La plupart d'entre eux ne portaient pas de masque. La sécurité est une autre préoccupation car en 3 jours, les agents des douanes ont saisi l'équivalent de 6 millions de dollars de stupéfiants. Cela concerne une facette de l'immigration, mais qui fait partie d'une entreprise criminelle beaucoup plus vaste. Des migrants cherchent juste un avenir meilleur et une représentante de l'immigration les exhorte à emprunter la voie légale. Moi-même, j'ai dû attendre 11 ans avant d'entrer aux États-Unis, même si mon visa était refusé tous les jours. Mais je continue à suivre les procédures et les règles. Vous savez, nous devons les respecter. Cette responsable de l'immigration espère également que les demandes des migrants arrivés durant l'enfance seront bientôt traitées à nouveau. Pendant l'administration Trump, ces demandes appelées DACA ont été mises en attente sans rejet ni approbation pendant que l'administration travaillait sur une autre stratégie pour eux. Trump a demandé au Congrès de travailler sur une solution permanente et légale pour aider ces jeunes immigrés, mais le Congrès n'a pas encore donné de solution. Biden a signé un décret pour renforcer le DACA, bien que ce programme n'ait pas été conçu pour être une solution permanente. L'ancien président Barack Obama lui-même avait déclaré lorsqu'il l'a présenté en 2012 qu'il ne s'agissait pas d'une solution permanente. Acheter américain ressemblerait beaucoup à la politique de Trump. En revanche, la politique énergétique de Biden ne saurait être plus différente. Biden considère la lutte contre le changement climatique comme l'une de ses principales priorités en tant que président. Au cours des 2 premiers jours de son mandat, il a rejoint l'accord de Paris sur le climat, il a gelé les permis de forage et de fracturation sur les terres fédérales pendant 60 jours. Il a de plus annulé le permis du projet Keystone XL. Anthony Watts, chercheur en matière d'environnement et de climat, affirme que la décision de supprimer l'oléoduc n'est pas une mesure environnementale mais politique.
C'est totalement un coup politique. Et il est élaboré pour satisfaire certains des partisans de Biden les plus à gauche. En termes d'effets réels sur le climat, l'effet est quasiment nul. Il ajoute que le train, qui est la méthode alternative proposée pour transporter le pétrole, est plus risqué qu'un oléoduc. Selon lui, la politique environnementale de Biden s'articule autour d'une réglementation gouvernementale accrue qui ne va pas entraîner moins d'émissions de carbone ou de pollution, mais elles auront une multitude d'autres conséquences. L'administration Biden semble déterminée à réglementer sérieusement tout ce qui bouge. Ils ont leur stratégie, d'après ce que j'ai lu, ils veulent réglementer tous les secteurs de l'énergie. Et le résultat final est que cela va rendre l'énergie plus chère. Je ne doute pas que d'ici 1 à 2 ans, nous allons voir le coût de l'essence doubler aux États-Unis. Selon lui, la réglementation en sera la cause, les taxes augmenteront au détriment de l'offre. Ces politiques ne vont pas profiter aux États-Unis, dit-il, mais ils pourraient profiter à ses adversaires. Ainsi, nous allons en payer le prix pendant que la Chine rira dans notre dos et continuera à augmenter la construction de centrales au charbon et d'autres exploitations du pétrole et d'autres combustibles fossiles pour étendre son propre programme politique et économique. Les États-Unis, pour autant que je sache, ne tireront aucun bénéfice de ces politiques. Les États-Unis sont devenus indépendants sur le plan énergétique sous l'administration Trump en raison de la réduction des réglementations qui a conduit à une plus grande exploration énergétique. Mais selon Watts, les États-Unis risquent maintenant de redevenir dépendants d'autres pays en raison des nouvelles politiques qui arrêtent et limitent l'industrie énergétique américaine. Le sénateur Hawley demande une enquête éthique sur certains de ses collègues démocrates. Cela fait suite à la plainte déposée par 7 démocrates contre lui concernant les événements du 6 janvier. 7 sénateurs démocrates accusent les républicains Josh Hawley et Ted Cruz d'avoir contribué à l'assaut du Capitole et de l'avoir légitimé parce qu'ils se sont opposés aux votes électoraux juste après les événements. Hawley et Cruz se sont opposés au vote du collège électoral de l'Arizona et de la Pennsylvanie le 6 janvier. Lundi, le sénateur Hawley a demandé que les 7 démocrates fassent l'objet d'une enquête et il conteste les affirmations reliant ses objections au vote à la violence perpétrée contre le Capitole. Le sénateur Hawley dit que les 7 sénateurs devraient être soumis à des mesures disciplinaires afin de s'assurer que le processus d'éthique du Sénat n'est pas utilisé à des fins partisanes. Dans une lettre adressée aux 7 sénateurs démocrates, le sénateur Hawley déclare, je cite, « Je ne serai pas intimidé par vos efforts pour me faire taire, les gens de mon État ne seront pas non plus intimidés et vous devriez avoir honte d'abuser de votre fonction et du Sénat d'une manière aussi flagrante. » Et tandis que Biden s'empresse de réformer la politique d'immigration, un représentant de l'État de Floride propose un projet de loi qui, selon lui, protégera les droits des citoyens de son État. Le représentant veut abroger une subvention sur les frais de scolarité pour les immigrés clandestins. Un député d'État de Floride a proposé un projet de loi qui empêcherait les sans-papiers de bénéficier d'aide aux frais de scolarité dans son État. Qu'ils soient de Floride ou bien américains mais pas de Floride, ou qu'ils soient étrangers, immigrés clandestins ou pas, nous ne leur disons pas qu'ils ne peuvent pas être admis. Nous déclarons simplement que les étudiants étrangers ne sont pas éligibles aux aides sur les frais de scolarité de l'État. L'État dépense environ 45 millions de dollars par an pour permettre aux sans-papiers vivant dans l'État de bénéficier de frais de scolarité moins élevés, alors que les citoyens américains provenant d'autres États doivent payer la totalité des frais de scolarité. Vous savez, si vous vivez en Géorgie, ou en Virginie, ou à Porto Rico, et que vous voulez aller à l'université de Floride, vous devez payer 3 fois plus qu'un immigrant clandestin. Et je pense que ce n'est pas juste. Je ne pense pas non plus que ce soit juste pour les contribuables de Floride, qui doivent subventionner nos universités avec des milliards de dollars, en partie parce que nous accordons des subventions aux étrangers. Et je ne pense pas que ce soit juste. Alors que l'État est confronté à un déficit budgétaire à cause du virus, Fine estime que les réformes de Biden en matière d'immigration vont alourdir le déficit de l'État s'il ne traite pas ce problème maintenant. Et pourquoi devrais-je réduire le nombre d'enseignants de maternelle? Pourquoi devrais-je supprimer le budget des routes ou des prisons, ou les soins de santé? Ou toutes ces autres choses? Je dois supprimer quelque chose. Alors pourquoi ne pas économiser 45 millions de dollars qui vont aux immigrants illégaux? Et nous devons faire des économies de toute façon. Cela me semble être une façon intelligente de faire des économies. Le député attend d'obtenir le soutien d'un sénateur pour son projet de loi. Pour l'heure, aucun partisan ne s'est manifesté pour co-signer le projet de loi.
Amazon tente d'empêcher le vote par correspondance d'un syndicat en faisant pression pour que l'élection se déroule en présentiel. Amazon veut retarder un vote de syndicat dans les entrepôts en Alabama. 6 000 travailleurs d'entrepôts doivent se prononcer sur l'adhésion au syndicat des détaillants grossistes et grands magasins. La commission syndicale américaine autorise le vote par correspondance pour l'élection en raison de la pandémie. Les bulletins de vote doivent être reçus avant la fin du mois de mars. Mais Amazon veut retarder l'élection afin qu'elle puisse avoir lieu physiquement, sans vote par correspondance. Elle affirme que seuls 3% de ses travailleurs ont été testés positifs au virus du PCC au cours de la première semaine de janvier et elle affirme que cela n'est pas considéré comme une épidémie. Amazon a déclaré, je cite, « Nous pensons que la meilleure approche pour une élection légale, équitable et réussie est celle qui est menée manuellement en personne. » Amazon figure souvent sur la liste des lieux de travail les moins sûrs du pays. Les syndicats et Amazon ont mis en place des sites web concurrents. Les travailleurs affirment qu'un syndicat leur donnerait le droit de négocier collectivement leurs conditions de travail et qu'Amazon devrait légalement suivre les directives. Mais Amazon prétend que ses travailleurs sont déjà bien rémunérés et bénéficient d'avantages sociaux considérables. Amazon pose la question à ses salariés, je cite, « Pourquoi payer près de $500 de cotisation? Il y a tellement de choses que vous pouvez faire pour votre carrière et votre famille sans payer de cotisation. » Pour éviter la censure de YouTube, vous pouvez vous rendre dès maintenant sur notre site internet et vous inscrire à la newsletter pour pouvoir recevoir toutes les informations et continuer à nous suivre sur la toile. Par ailleurs, vous pouvez également nous retrouver sur les plateformes Odyssey et Rumble.